Nathalie Elimas, bonjour. Bonjour. Chargée de l'éducation prioritaire auprès de Jean-Michel Blanquer, enseignante aussi de métier et directrice d'école. Madame la ministre, votre collègue Olivier Véran a annoncé hier des nouvelles mesures très strictes pour essayer de freiner la propagation du coronavirus, notamment dans les grandes métropoles. Alors des fermetures anticipées des bars, des gymnases, l'interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes, mais aucune mesure, aucun changement en revanche pour les écoliers ou les enseignants ? Non, il n'y a pas de mesures particulières prises, en tout cas depuis hier soir, pour les écoles, et les collèges et les lycées. Le protocole a même été un petit peu allégé, puisque maintenant il faut qu'il y ait 3 cas dans une classe pour que la classe soit fermée. Et des chiffres qui restent encore contenus à ce jour. Il y a moins de 2000 classes qui sont fermées. C'était le chiffre en début de semaine, c'est à peu près stable. Exactement, qui reste stable sur 660 000 classes en France, donc vous voyez bien que c'est très contenu et donc voilà, le protocole a été allégé justement pour qu'il n'y ait pas de rupture. Il n'y a pas de nécessité de le renforcer compte tenu de cette situation sanitaire décrite hier par Olivier Véran? Alors à ce stade, non. Ce que l'on sait aussi, et là je m'appuie sur des éléments scientifiques, ce que je ne suis pas moi-même, le virus circule peu à travers les enfants et d'ailleurs quand il arrive dans l'école, il arrive plutôt de l'extérieur de l'école. Donc à ce stade, rien ne change et l'objectif c'est vraiment de maintenir ce lien et cette continuité pédagogique pour tous les élèves. Vous avez pu rassurer les enseignants, certains étaient inquiets de ce protocole allégé. J'ai fait, je me déplace beaucoup, je fais un tour de France de l'éducation prioritaire, donc je suis toutes les semaines sur le terrain, je fais 1 à 2 déplacements par semaine, donc je rencontre des élèves et des professeurs. D'abord, rappeler que la rentrée s'est bien passée, les élèves étaient contents de retourner à l'école, les professeurs étaient plutôt sereins eux aussi, et à ce stade, il n'y a pas d'inquiétude. Alors justement, certains enfants sont restés sans voir leur enseignant pendant 6 mois entre le confinement et les grandes vacances. Il y a encore des profs absents aujourd'hui, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils sont cas contact, soit même parce qu'ils sont dits à risque, et donc ils restent chez eux. Et certains d'entre eux n'ont pas du tout retrouvé leurs élèves depuis la rentrée et ne sont pas remplacés. Est-ce que c'est acceptable ? Alors, ce qu'il faut aussi dire, parce qu'on parle des professeurs qui sont malades ou qui ne peuvent pas reprendre les cours, c'est une chose, mais on a aussi remis 1688, on a ouvert 1688 postes supplémentaires pour la rentrée. On a doté les professeurs de 1 500 000 heures supplémentaires sur un certain nombre de dispositifs, dont devoirs faits. Il y a quand même un certain nombre de moyens qui ont été mis en place. Quant aux élèves qui ne sont pas revenus, ils sont de plus en plus rares. C'est vrai qu'on a... D'accord. Mais voilà, sur ces cas des enseignants qui, pour une raison ou une autre, encore une fois, bonne raison, ne sont pas face à leur classe et pas toujours remplacés, est-ce que d'abord il y a des chiffres là-dessus et puis qu'est-ce que sur les professeurs qui ne sont pas remplacés? Non, je vous dis, on a mis en place on a ouvert des postes, il y a des heures supplémentaires, tout a été mis en œuvre pour que cette rentrée se passe au mieux et pour que les élèves qui avaient un peu disparu, c'est vrai, pendant la période de confinement, retrouvent et reprennent le chemin de l'école. Alors les enfants de CP, CE1, 6e et seconde sont évalués chaque année à la rentrée dans les matières principales. On craint évidemment qu'avec l'épisode du printemps, il y ait pour certains une chute de niveau. Je crois que vous n'avez pas encore les résultats cette année des évaluations. Non, pas encore. Qu'est-ce que vous pourrez en tirer de ces évaluations? Quelles conséquences vous en tirerez? Alors ces évaluations, elles sont importantes. Elles sont doublées aussi de petits tests de positionnement en début d'année. Vous l'avez dit, pour tous ces niveaux de classe et également pour les CAP, ce qui est une première cette année. Ça permet en effet de poser un diagnostic parce que la crise, bien sûr, a eu des effets, elle a des conséquences et donc il faut savoir aujourd'hui où se situent les élèves pour adapter des réponses individualisées. Et d'ailleurs, avant la rentrée, je veux rappeler, parce qu'on a parlé beaucoup de cette période de vacances apprenantes, il y avait eu les stages de réussite, qui sont des petits stages qui se font un peu avant la rentrée, sur la base du volontariat, vraiment, des élèves et des professeurs, qui ont permis déjà de les remettre un petit peu à niveau, de leur remettre un peu le pied à l'étrier, si je puis dire. Et ils seront également poursuivis pour ces élèves qui, à partir de ces évaluations, à partir de ces tests de positionnement, présenteraient quelques petits troubles, eh bien il leur serait proposé de participer à ces stages de réussite pendant les prochaines vacances. Et vous aurez suffisamment de volontaires du côté des enseignants notamment? Les enseignants sont extrêmement volontaires et d'ailleurs je veux encore les remercier parce qu'ils ont été particulièrement actifs
bienveillants et disponibles pendant toute la période de confinement. Ils ont fait preuve vraiment de créativité. J'ai entendu, puisqu'encore une fois je me déplace beaucoup, des enseignants qui, parce qu'il y avait sur leur territoire une fracture numérique, une fracture sociale, des enfants qui n'avaient pas accès à un ordinateur tout simplement à la maison, se sont déplacés pour remettre des copies, pour remettre des devoirs. Donc vraiment coup de chapeau et encore une fois un grand merci à tous nos enseignants. Alors vous y avez fait allusion, à la rentrée il manquait des élèves, 3900 notamment manquaient à l'appel en Seine-Saint-Denis, volatilisés, c'est 5 fois plus qu'une rentrée normale et en gros l'éducation nationale, c'est pas où ils sont passés, est-ce que depuis vous les avez localisés ? Alors, c'était, si je puis dire, une photographie à un instant T, mais qui, encore une fois, est à prendre dans sa globalité, puisque d'abord, fin juin, les élèves, pour les réinscriptions, n'étaient pas forcément là, donc on n'avait pas un décompte précis pour la rentrée. Ensuite, parce qu'il y a eu confinement, puis déconfinement, certains sont partis en vacances et sont revenus plus tard. Et à l'inverse, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les autres années, de toute façon, il n'y avait pas tous les élèves présents le jour de la rentrée, justement parce que les familles partent en vacances et reviennent plus tard. Donc ce chiffre qui a été annoncé à un instant T n'est plus juste en tout cas aujourd'hui. Il est combien maintenant ? Alors je n'ai pas le chiffre précis pour la Seine-Saint-Denis, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était vraiment un arrêté à un instant T et que de toute façon, il ne faut pas le regarder à ce moment-là parce que les autres années, il n'y a pas non plus tous les élèves présents le jour de la rentrée. Et on considère ça comme normal ? Parce que les familles sont les familles. Parce que les familles reviennent de vacances un peu plus tard et finalement échelonnent la rentrée, il n'y a pas de sanctions tout au long de la semaine. Non, il n'y a pas de sanction. On ne va pas sanctionner parce que les enfants reviennent un jour plus tard à l'école. C'est du dialogue, encore une fois, avec les familles qu'il faut mettre en place. Et puis, un rappel, peut-être un petit rappel à l'ordre. Donc, même si vous n'avez pas de chiffres précis, vous n'avez plus d'inquiétude à ce stade sur ces élèves qui n'étaient pas présents à la rentrée ? Non, je n'ai pas d'inquiétude, je vous dis, parce que nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs pendant les vacances, à l'occasion de la rentrée et après la rentrée, pour ramener les enfants à l'école. Enfin, ce qu'il faut dire aussi, c'est quelque chose de très important, je crois. Pendant la période de confinement, les professeurs ont tissé un lien nouveau, en tout cas différent, avec les familles. Ils sont allés au contact des familles, notamment par le téléphone, puisque, comme je le disais précédemment, bon nombre n'ont pas forcément d'ordinateur à la maison. Et donc, ils ont un contact aujourd'hui beaucoup plus direct avec les familles. Dans les établissements d'enseignement prioritaire comme dans les autres, est-ce que les proviseurs savent aujourd'hui distinguer les élèves qui sont habillés d'une tenue républicaine et les autres ? Alors sur cette question, moi je préfère parler d'école républicaine. Voilà. L'école, c'est le cœur de la République. Il y a donc une école républicaine, une école qui protège nos enfants, qui protège nos élèves d'un certain nombre de discriminations, de mode aussi, puisque là il est question d'habillement, certains ont des baskets comme ci, d'autres pas, et ça pose des problèmes entre les enfants. On est quand même sur des grands principes et des notions qui sont un peu floues, d'une tenue correcte ou républicaine, concrètement. Oui, il y a un cadre, il y a un cadre au sein de l'école. Il y a des règlements intérieurs, et ces règlements intérieurs, ils sont signés en début d'année par les élèves, et aussi par les familles. Donc c'est dans ce cadre, il peut y avoir évidemment de la souplesse, et une tenue qui soit adaptée, parce qu'on vient à l'école surtout pour apprendre. Mais il n'y a pas de polémique, il y a une école républicaine, il y a un cadre, ces règlements intérieurs, et puis il y a surtout à faire preuve, je crois, simplement de bon sens. Donc il vaut mieux que ça se passe dans la discussion au niveau de chaque établissement, plutôt Absolument. Que mettre des consignes nationales très précises. Il faut toujours privilégier le dialogue. On attend dans les prochaines semaines le projet de loi sur le séparatisme. Le ministère de l'Éducation nationale souhaitait y inclure notamment la création d'un numéro, une sorte d'identifiant unique pour les jeunes qui sont instruits soit à domicile, soit dans des établissements privés hors contrat. Est-ce que c'est une mesure que vous avez obtenue ? Alors deux choses. D'abord sur ce point précisément, nous avons déjà beaucoup avancé par la loi, il y a eu la loi Gatel. Ensuite sur le séparatisme, le président de la République va s'exprimer le 2 octobre prochain et évidemment je ne prendrai pas position et je ne veux pas m'exprimer sur le sujet. Mais le sujet a été tranché, Gérald Darmanin il disait hier sur France Inter que le texte était écrit, donc vous devez savoir. Eh bien si le texte est écrit, il va être présenté en commission à l'Assemblée puis au Sénat. Le président de la République va s'exprimer sur ce point, je le commenterai après mais pas avant. Des démissions, des guéguerres internes, une grande panne d'idées. La République En Marche n'est pas très en forme, pour utiliser une litote. Vous qui êtes issu du MoDem, est-ce que vous compatissez ou est-ce que vous vous dites chic, on va peser davantage au sein de la majorité ? Oula, il y a des dysfonctionnements propres
en interne à des partis, à de jeunes partis, ce qui a d'ailleurs été le mouvement démocrate en 2008 et qui a eu comme ça, exactement comme La République En Marche aujourd'hui, cette phase de croissance avec des ajustements nécessaires pour trouver son mode de fonctionnement. Je crois que c'est exactement ce qui est en train de se passer à La République En Marche, que nous avons nous aussi connu au Modem. Il faut s'ajuster. Voilà, mais ça vous arrange ou c'est un problème pour la majorité? Ni ça m'arrange, ni ça me dérange. On sait qu'il y a eu des appels du pied faits aux députés En Marche de la part du président du groupe Modem. Alors vous parlez du mouvement peut-être des parlementaires à l'Assemblée. Effectivement, j'y étais jusqu'au 26 juillet avant d'être nommé au gouvernement. Vous savez, les choses sont très simples. Tout ce qui va dans le sens de l'élargissement de la majorité présidentielle va dans le bon sens. Et ces parlementaires qui, à un moment donné, peut-être se sont posés des questions, finalement, l'essentiel, c'est qu'ils soient restés dans le groupe majoritaire. Le maire d'Angers, Christophe Béchu, qui est favorable à Emmanuel Macron, dit ce matin dans nos colonnes, La République En Marche empêche désormais l'ambition de dépassement du macronisme, ce et de droite et de gauche. Vous pouvez souscrire à cette analyse? Non, mais je ne vais pas commenter les phrases des uns ou des autres. Il y a un bloc majoritaire, il est solide, il y a 2 piliers, notamment à l'Assemblée nationale. Si on peut continuer à élargir ce socle, c'est tant mieux. Et puis vous savez, je me rappelle que le projet du président de la République, c'était ni de droite ni de gauche, c'est une force centrale et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Dernière question, vous êtes élu du Val d'Oise, vous êtes proche de Valérie Pécresse, vous êtes devenue conseillère régionale sur ces listes en 2015, mais votre parti, le Modem, a décidé de s'allier avec En Marche pour les prochaines régionales. Est-ce que cette consigne nationale vous convient pour l'Île-de-France? Alors pour les élections régionales, d'abord moi je n'ai pas reçu de consigne et puis je suis toute concentrée et toute consacrée à ma mission. Il y aura effectivement des décisions, elles devraient être prises d'ici quelques jours, 10 à 15 jours. Il sera temps alors de voir qui fait quoi, mais à ce jour je n'ai reçu ni appel ni consigne. Mais vous souhaitez quoi? Que le Modem parte allié avec Valérie Pécresse en Île-de-France? Moi, je crois au projet territorialisé. Donc, il faut au-delà des appareils politiques, au-delà des clivages d'appareils politiques, ce qui intéresse les Français aujourd'hui, c'est ce qu'on fait pour leur territoire. Et donc, projets, vous en pensez quoi à ce stade de ce que vous pouvez À ce stade, je pourrais vous parler pendant des heures de l'éducation prioritaire parce que j'ai une très belle mission et je peux vous en parler plus en avant si vous voulez. Ma feuille de route a été déposée, elle est validée par mon ministre de tutelle, Jean-Michel Blanquer, elle est validée par le Premier ministre et donc j'ai de très beaux projets, de très belles impulsions à donner à des dispositifs existants et d'autres à mettre en place. Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous.